Durant le régime nazi, des centaines de femmes entrèrent volontairement dans le système des camps de concentration. Elles ne furent pas des témoins passifs, ni de simples auxiliaires. Elles furent des auteurs directs de châtiments, de tortures et d'assassinats. D'Auschwitz à Bergen-Belsen, les gardiennes des SS exercèrent une brutalité systématique, quotidienne, et dans bien des cas, létale. Elles n'arrivèrent pas comme bourreaux. Beaucoup étaient des employés ordinaires, de jeunes femmes sans expérience préalable de l'usage du pouvoir. Mais le système leur remit un uniforme, des ordres simples et un environnement sans conséquences. À l'intérieur des camps, elles apprirent rapidement ce qu'on attendait d'elles et remplirent ce rôle avec une efficacité qui finirait par être jugée comme crime de guerre. Qui étaient ces femmes? Quels crimes de guerre commirent-elles à l'intérieur des camps? Et qu'advint-il d'elles lorsque le Reich s'effondra? Carmen Mori, de la presse internationale au bloc de la mort. Dans les archives de l'horreur nazie, peu d'histoires sont aussi déconcertantes que celle de Carmen Maria Castro Mori, une journaliste suisse éduquée qui finit par devenir l'une des meurtrières les plus impitoyables du camp de concentration de Ravensbrück. Son parcours, qui commence dans les rédactions cosmopolites du journalisme européen et culmine dans les couloirs sombres d'un bloc d'infirmerie transformé en chambre à gaz, révèle la capacité du système nazi à absorber, corrompre et transformer même ceux qui semblaient initialement étrangers à son idéologie. Née le 2 juillet 1906 à Berne, en Suisse, Carmen Mori était la fille d'un médecin respecté, Ernst Emil Mori, et de Leona Castro Bischoff, d'ascendance philippine. Élevée à Adelboden, au cœur des Alpes suisses, Mori a grandi dans un environnement cultivé, multilingue et privilégié. Elle a reçu une éducation soignée qui l'a d'abord orientée vers les arts musicaux. Son rêve initial était de devenir chanteuse d'opéra, une ambition brutalement interrompue après une opération ratée des amygdales en 1932. Privée de sa voie professionnelle, Mori réoriente sa vie vers le journalisme. Elle s'installe à Berlin, l'une des capitales culturelles de l'entre-deux-guerres, et s'intègre dans le monde vibrant des médias. Elle collabore avec l'agence Ullstein et avec le Manchester Guardian, accumulant des contacts dans les milieux diplomatiques, intellectuels et éditoriaux. À cette époque, elle maîtrisait déjà plusieurs langues et possédait une habileté extraordinaire à se déplacer dans des environnements internationaux. Mais en 1934, en pleine consolidation du Troisième Reich, son profil attire l'attention de la Gestapo. Bruno Sattler, haut responsable du SD, Sicherheitsdienst, la recrute comme indicatrice. Mori possédait un ensemble de caractéristiques idéales pour le travail de renseignement. Nationalité étrangère, maîtrise des langues, facilité à infiltrer les cercles politiques et culturels. Durant les années suivantes, elle travaille comme agente secrète en France et en Suisse, surveillant les réseaux d'émigrés allemands et observant les mouvements anti-nazis sous le couvert de correspondante. Sa carrière d'espionne prend fin brutalement en novembre 1938, lorsque les autorités françaises l'arrêtent à Paris. Accusée d'espionnage, elle est condamnée à mort le 28 avril 1940. Cependant, à peine 6 semaines plus tard, le 6 juin, elle reçoit une grâce. Les circonstances de cette commutation restent incertaines, mais on pense qu'elle a offert sa coopération comme agent double, ce qui aurait été accepté par les services français dans le contexte d'une guerre imminente. L'occupation allemande de la France la place dans une situation ambiguë. Libérée par la Gestapo, loin de recevoir des honneurs, elle est accueillie avec méfiance. Les autorités nazies soupçonnent Mori d'avoir collaboré avec les Français, ce qui, pour eux, en faisait une traîtresse potentielle. Au lieu de la réintégrer dans des fonctions de renseignement, elles décident de l'emprisonner. En 1941, elle est transférée au camp de concentration de Ravensbrück. Mais, contrairement à d'autres prisonnières politiques ou de droit commun, son cas est traité de manière exceptionnelle. Elle n'est pas confinée aux travaux forcés ni au baraquement de punition. Elle est nommée Blockeltest, chef de bloc, du bloc 10 destiné aux prisonnières malades, dont beaucoup étaient en phase terminale ou souffraient de handicaps mentaux. Dans cet espace, Mori trouve une nouvelle plateforme pour exercer un pouvoir absolu, sans surveillance effective et avec une large marge d'impunité. La figure du Blockeltest était centrale dans la structure de pouvoir interne des camps. Bien que formellement prisonnière, elle avait autorité sur toutes les détenues du bloc et agissait comme intermédiaire entre l'appareil SS et les détenus.
Entre les mains de Carmen Mori, cette fonction devient un outil d'extermination. Sous sa supervision, le bloc 10 se transforme en centre de mort par négligence délibérée, torture systématique et meurtre dissimulé sous couvert de procédures médicales. Des documents britanniques et des dossiers judiciaires recueillis après la guerre indiquent que Mori a été directement impliqué dans au moins 60 assassinats. Elle a utilisé des injections de phénol d'air dans les veines pour provoquer la mort rapide de femmes malades ou considérées comme inutiles. Parfois, elle administrait personnellement les doses létales. Dans d'autres cas, elle a donné des instructions à d'autres prisonniers ayant des fonctions de capo. Ces décès étaient officiellement enregistrés comme des décès de causes naturelles ou de maladies. Outre les assassinats, elle exerçait une violence physique et psychologique quotidienne. Elle obligeait des femmes gravement malades à rester debout pendant des heures à des températures inférieures à zéro. C'est moquant de leurs applications ou les accusant de simuler. Elle frappait avec des tubes en caoutchouc, refusait les soins médicaux de base et décidait arbitrairement de la distribution des couvertures, des médicaments et des aliments. Son langage était brutal et déshumanisant. Elle se référait aux malades mentales comme à des déchets biologiques, des déchets humains ou des animaux dégénérés. Sa réputation au sein du camp a rapidement grandi. Les prisonniers la surnommaient l'ange noir de Ravensbrück, en ironique opposition aux redoutes, ange de la mort. D'Auschwitz, dans le bloc dix sous son contrôle, la mort était certaine. Ceux qui entraient en sortaient rarement vivants. Mori marchait entre les lits comme qui inspectait du bétail mourant, signalant d'un simple geste qui devait être éliminé ces jours-là. Des témoignages présentés devant le tribunal en détail des épisodes où Mori injectait directement des substances létales à des prisonniers alités. Dans l'une des preuves documentaires, il a été consigné l'existence d'un petit registre qu'elle possédait où elle notait les noms, les dates et les causes falsifiées de décès, telles que arrêt respiratoire, forte fièvre. Des collaborations ponctuelles entre Mori et le personnel médical des SS ont été confirmées dans le cadre du programme de sélection interne. Cette procédure consistait à classer les prisonniers malades en fonction de leur utilité biologique et à appliquer des mesures terminales à celles considérées comme irréversibles. Bien qu'elle ne faisait pas partie du corps médical, Mori remplissait des fonctions logistiques et exécutives facilitant les listes des sélectionnés et accélérant leur mort par injections, asphyxie ou privation totale de soins. Après la chute du régime nazi et l'arrivée de l'armée rouge en 1945, Mori réussit à s'échapper pendant le chaos de la libération. Incroyablement, elle a réussi à obtenir un emploi comme interprète pour les forces britanniques à Hambourg, utilisant sa maîtrise de l'anglais et son expérience antérieure dans des milieux internationaux. Cependant, son passé ne tarde pas à la rattraper. Une ancienne prisonnière la reconnaît et la dénonce, ce qui conduit à son arrestation et à son transfert immédiat à Lübeck pour être interrogée par les services de renseignement militaire britanniques. En décembre 1946, elle est incluse dans la première vague d'accusés du procès de Ravensbrück qui s'est tenu à Hambourg et s'est étendu jusqu'en février 1947. Ce tribunal, sous juridiction britannique, a jugé le personnel féminin du camp pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Durant le procès, les procureurs ont présenté des preuves documentaires, des certificats de décès falsifiés, des déclarations de détenus, des rapports médicaux et de la correspondance interne du camp. Ont été détaillés des procédés d'assassinat par injection, des coups qui entraînaient le coma ou la mort et des mesures délibérées pour accélérer l'effondrement physique des détenus. Mori n'a pas nié sa présence ni son rang au sein du camp, mais a soutenu qu'elle agissait sur ordre supérieur et qu'elle n'avait pas l'intention personnelle de tuer. Elle a soutenu qu'elle ne remplissait que des fonctions administratives et que le personnel médical était responsable des décès. Le tribunal a rejeté cette version en raison de l'abondance de preuves matérielles et de sa position hiérarchique au sein du bloc médical. Elle a été condamnée à mort le 3 février 1947. Le 9 avril 1947, peu avant son exécution prévue,
Elle a été retrouvée morte dans sa cellule. Elle s'était suicidée avec une lame de rasoir. Son corps a été enterré sans cérémonie dans un cimetière près de la prison de Hambourg, sous le garde de soldats britanniques. Aucune déclaration officielle n'a été émise par la suite. Goethe-Bote, l'ombre létale des marches de la mort. Goethe-Bote représentait la transformation, typique d'une travailleuse allemande ordinaire en bourreau de la terreur nazie. Née le 3 janvier 1920 est une hétéro, Mecklembourg-Schwerin, elle grandit dans un milieu rural ouvrier, sans antécédents politiques ni affiliations extrémistes connues. Son enfance se déroule dans un contexte familial modeste, marqué par la précarité de l'entre-deux-guerres et le chômage généralisé dans l'Allemagne de Weimar. Au début des années 1940, elle travaillait dans un atelier de menuiserie exploité par sa famille et plus tard se forma comme aide-soignante dans une clinique industrielle locale, s'occupant principalement d'ouvriers victimes de blessures professionnelles. Elle n'était pas militante du parti nazi, mais fit partie de la Ligue des jeunes filles allemandes, Bund Deutscher Modell, l'organisation de jeunesse féminine du régime. L'appartenance à cette structure, obligatoire pour de nombreuses adolescentes allemandes, la lie indirectement à l'appareil d'État. En 1942, le régime intensifia le recrutement féminin pour combler les postes vacants dans les camps de concentration en raison de l'augmentation exponentielle des prisonniers dans le cadre de la solution finale. Bode fut l'une des sélectionnées pour intégrer le système. La même année, elle fut envoyée à Ravensbrück, le principal camp d'entraînement pour les femmes SS, où elle suivit un cours intensif d'1 mois. Elle y reçut une instruction sur les normes de subordination, les techniques de surveillance, la gestion des détenus, le travail force et les châtiments physiques. Il ne s'agissait pas d'une formation académique ou technique, mais d'un endoctrinement accéléré aux méthodes du système concentrationnaire. Les superviseurs étant évalués sur leur capacité à imposer la discipline sans hésiter, leur loyauté idéologique et leur disposition à l'usage de la violence comme outil de contrôle, en octobre 1942, Goethe-Bote fut affecté à Stutthof, un camp situé à 36 km de Gdansk, qui fonctionnait comme centre d'extermination régional pour les Juifs polonais, les partisans et les prisonniers politiques. Elle y commence son service actif comme officerin, supervisant des commandos de travail force en plein air. Dès ses premières semaines de service, elle y manifeste une nette tendance à la brutalité physique. Des rapports ultérieurs le décrivant frappant des prisonnières à mains nues avec des matraques en caoutchouc et avec la crosse de son fusil. Un dossier du tribunal de Belsen documente qu'elle agresse une femme âgée qui trébucha lors d'une inspection, la laissant inconsciente d'un coup direct à la tête avec la crosse de l'arme. En juillet 1944, elle fut transférée à Bromberg-Ost, un sous-camp de Stutthof situé à Bydgoszcz. En cet endroit, les prisonnières travaillaient des journées exténuantes allant jusqu'à 14 heures dans des usines de munitions ou des installations de stockage militaires. Bode était responsable d'un des commandos de travail et fut désigné par de multiples témoins comme l'une des gardiennes les plus violentes. La structure de commandement permettait aux officiers d'exercer un contrôle absolu sur des groupes allant jusqu'à 100 femmes et bode utiliser ce pouvoir pour punir de coups toute désobéissance perquée, y compris marcher lentement, regarder directement une gardienne ou tenter de parler pendant le travail. Au début de 1945, l'avancée de l'armée rouge vers l'ouest obligeait les nazis à évacuer plusieurs camps. Bode fut affecté comme escorté d'une marche d'évacuation qui passera à l'histoire pour sa cruauté. Le 21 janvier 1945, des milliers de prisonnières furent forcés d'abandonner Gdansk à pied en direction de Bergen-Belsen. Parcourant plus de 500 km pendant l'hiver le plus rigoureux enregistré dans la région depuis des décennies. Les températures descendaient en dessous de moins 20 degrés Celsius, la plupart marchant avec des vêtements inadaptés. Sans gants ni protection thermique, et les rations consistaient en un morceau de pain noir par jour, lorsqu'il y en avait.
Pendant plus d'un mois de trajet, les décès se succéderont. Hypothermie, dénutrition, infections et épuisement total. Bott marchait le long du groupe armé d'un fouet en cuir tressé et d'un fusil carabinaire 98 DAC, le standard de la Wehrmacht. Elle frappait systématiquement celles qui s'arrêtaient, trébuchaient ou perdaient le rythme. Selon les rapports du tribunal, on lui attribue des attaques directes avec le canon du fusil contre une jeune fille de 16 ans qui s'était évanouie et de multiples agressions à coups de bâton pour forcer à marcher des femmes déjà effondrées par le froid. Les cadavres de celles qui ne pouvaient plus continuer étaient abandonnés au bord du chemin, où elles mouraient congelées en quelques heures. Les estimations historiques attribuent entre 800 et 1200 décès à cette seule marche. En arrivant à Bergen-Belsen fin février, l'état physique des prisonnières était critique. Bott fut affectée au commandement d'un commando de 60 femmes chargées de ramasser du bois dans les environs du camp. La discipline qu'elle imposa suivait les mêmes paramètres de brutalité. Les femmes ne pouvaient pas s'arrêter pendant le travail. Les pauses n'étaient pas permises, et toute tentative de s'asseoir ou d'appuyer le dos contre un mur était punie de gifles, de coups de pied ou de coups de bâton. Une témoin déclara devant le tribunal que Bott traîna une prisonnière par les cheveux sur plus de 10 mètres jusqu'à une tranchée, où elle la força à se relever sous menace de mort directe. En avril 1945, alors que l'effondrement total du camp était imminent en raison des épidémies de typhus, du manque de nourriture et de la surpopulation, Bott continua ses méthodes punitives jusqu'au dernier moment. Bergen-Belsen, qui pouvait accueillir 10 000 personnes, en comptait plus de 60 000. Les conditions sanitaires étaient inexistantes et les corps s'accumulaient sans être enterrés. Malgré cela, Bott maintenait des comptes quotidiens de son groupe de travail et frappait celles qui ne pouvaient pas se présenter en formation. Elle fut arrêtée le 15 avril 1945 par les troupes britanniques lors de la libération du camp. À ce moment-là, elle portait encore son uniforme marron réglementaire des SS féminines. Elle fut transférée avec d'autres gardes et personnel administratif à la prison de Celle, où commencèrent les interrogatoires. Pendant le procès de Belsen, qui se déroula entre septembre et novembre 1945 à Lunebourg, Bott fut l'une des principales accusées. Elle admit avoir frappé des prisonnières, mais affirma qu'elle le faisait dans le cadre de ses fonctions et que son intention n'avait jamais été de tuer. Elle ne montra aucun remords et ne nia pas avoir participé aux marches d'évacuation. Le tribunal n'accepta pas sa défense. Plus de 10 témoins oculaires l'identifièrent dans des scènes spécifiques de violence à Stutthof, Brombergost et Bergen-Belsen. Des descriptions détaillées et concordantes furent représentées sur ces méthodes: utilisation du fouet, coups de crosse de fusil, coups de pied répétés à des femmes déjà écroulées et négligence délibérée face au décès pendant la marche. Les preuves furent suffisantes pour la déclarer coupable de crimes de guerre. Le 17 novembre 1945, Gerta Bott fut condamnée à 10 ans de prison. Elle purgea sa peine à la prison d'Aishak sous administration britannique. En 1951, dans le cadre d'une politique de commutation de peine qui bénéficia à de nombreux condamnés pour des crimes considérés comme de moindre importance, sa peine fut réduite et elle fut libérée en décembre de cette année-là, après avoir purgé 6 ans de peine effective. Pendant des décennies, elle évita l'attention publique, jusqu'à ce qu'en 2004, elle participe volontairement à une interview télévisée pour un documentaire allemand. Elle y décrivit son passage dans les camps sans exprimer de culpabilité ni de responsabilité. Elle affirma à nouveau qu'elle se contentait d'exécuter des ordres et que tout faisait partie de la guerre. Son visage et son nom réapparurent dans la presse internationale comme exemple de la manière dont des centaines de femmes participèrent activement à l'appareil de répression nazie sans être pleinement jugées ni punies pour l'ampleur de leurs actions. Marie Mandel, la dame de la mort à Auschwitz. Marie Mandel représente une des ascensions les plus rapides et brutales au sein de l'appareil d'extermination nazi. Directrice de la sélection et de la mort de plus d'un demi-million de personnes, son nom resta associé à la systématisation du génocide féminin à Auschwitz-Birkenau. Elle naquit le 10 janvier 1912 à Münzkirchen, un petit village de Haute-Autriche. Son origine était humble. Son père, Anton Mandel, était cordonnier, et la famille vivait avec peu de ressources, sans accès aux études supérieures, ni liens politiques importants. Après avoir terminé l'école primaire,
Elle commença à travailler dans des maisons de familles aisées comme gouvernante, servante et cuisinière. Elle ne possédait aucune formation professionnelle ou technique. L'annexion de l'Autriche au Troisième Reich en mars 1938 ouvrit de nouvelles opportunités professionnelles pour les femmes sans études, spécialement au sein du système concentrationnaire, qui à ce moment commençait à s'étendre de façon accélérée. Cette même année, elle fut admise comme Aufseherin, surveillante, au camp de concentration de Lichtenburg, destiné initialement aux femmes socialistes, communistes et témoins de Jéhovah. Là, elle reçut sa première formation en discipline paramilitaire, normes hiérarchiques et contrôle des prisonnières. En 1939, elle fut transférée à Ravensbrück, camp exclusivement féminin situé au nord de Berlin. Là, elle se consolida comme surveillante de baraquement, montrant une attitude rigide, extrêmement stricte et obéissante. Sa capacité à imposer la discipline sans hésitation la fit rapidement remarquer par les officiers des SS. Mandel n'était pas seulement efficace, elle était méticuleuse, rapide à punir et apparemment insensible à la souffrance. Ses supérieurs la désignèrent comme une figure idéale pour des postes de plus grande responsabilité. Au milieu de 1942, elle fut sélectionnée pour intégrer le complexe d'Auschwitz-Birkenau, l'épicentre du génocide européen. En octobre de cette année, elle fut nommée Oberaufseherin, la plus haute autorité féminine du camp. Sa fonction impliquait la supervision directe de plus de 200 gardiennes SS, le contrôle de plus de 30 000 femmes prisonnières et la coordination du travail forcé dans les usines, les champs agricoles et les baraquements. Elle rendait compte directement au commandant du camp et sa signature figure sur de nombreux documents officiels, incluant des listes de prisonnières sélectionnées pour être fusillées ou envoyées aux chambres à gaz. Son rôle le plus décisif et le plus meurtrier fut dans les sélections réalisées à la rampe ferroviaire de Birkenau. Chaque jour, des milliers de déportés étaient débarqués de wagons après des voyages de plusieurs jours sans eau ni nourriture. Là, ils étaient alignés et examinés brièvement par des médecins SS et des surveillants du camp. Lorsque les médecins n'étaient pas présents, Mandel dirigeait les files et prenait les décisions. D'un simple geste, un signe de la main ou un mot, elle décidait si une femme ou un enfant serait envoyé au baraquement de travail ou conduit immédiatement aux chambres à gaz. Cette procédure se répéta de manière systématique pendant des mois, et spécialement pendant la vague de déportation massive de Hongrie entre mai et juillet 1944. Durant cette période, plus de 400 000 juifs hongrois furent envoyés à Auschwitz-Birkenau, et la plupart furent assassinés à leur arrivée. Selon les registres du camp et les témoignages documentaires, Marie Mandel fut présente à près de 70% des sélections durant cette étape. Sa figure était reconnaissable et crainte. Les survivantes la décrivirent comme immuable, distante, exécutant avec une efficacité mécanique une tâche d'extermination quotidienne. Outre ses fonctions logistiques et répressives, Mandel mit en place un mécanisme insidieux d'oppression psychologique, la création et la direction de l'orchestre féminin d'Auschwitz. Ce groupe, formé de prisonnières ayant une formation musicale, était utilisé pour accompagner les marches vers les camps de travail, les formations matinales et, le plus perturbant, les sélections pour l'extermination. Tandis que femmes et enfants étaient séparés pour être assassinés, résonnaient des œuvres de Beethoven, Brahms ou Schubert. La musique générait une atmosphère trompeuse de contrôle et servait en même temps d'élément de déshumanisation. Mandel dirigeait personnellement les répétitions, sélectionnait les répertoires et décidait qui pouvait faire partie de l'orchestre. De multiples membres témoignèrent des années plus tard qu'elles furent forcées à interpréter de la musique pendant les processus d'extermination, étant obligées de garder leur calme tandis que leurs familles ou compagnes étaient envoyées à la mort. Une des pièces exigées par Mandel pour ces événements fut le troisième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, dont l'interprétation fut répétée pendant des semaines. À l'intérieur du camp, sa figure était si influente que tout ordre donné par elle avait un caractère de norme irrévocable. Son rang officiel n'était pas le plus élevé au sein de la hiérarchie globale du camp, mais dans la section féminine, son autorité était au-dessus même des officiers masculins dans beaucoup d'aspects opérationnels. Elle s'occupait de réviser les rapports des gardiennes subordonnées, autorisait les châtiments, validait les transferts internes et signait les listes de femmes considérées comme inservibles, pour des raisons médicales, physiques ou disciplinaires.
La sévérité avec laquelle elle maintenait la chaîne de commandement entre les gardiennes elles-mêmes fut également documentée. Elle ne tolérait pas l'indiscipline parmi ses subordonnés et ordonnait des sanctions immédiates pour tout comportement qu'elle considérait comme inadéquat. Une surveillante qui permit à une prisonnière de parler hors de son tour fut rétrogradée instantanément. Une autre qui n'appliqua pas de châtiment physique face à une infraction fut envoyée dans un sous-camp comme mesure punitive. Marie Mandel resta à Auschwitz jusqu'à la fin de 1944, lorsque l'évacuation progressive du camp commença face à l'avancée de l'armée rouge. Elle fut transférée brièvement à Mulhdorf, un sous-camp de Dachau, où elle supervisa un groupe réduit de gardiennes et de prisonnières jusqu'à la chute finale du régime. En août 1945, elle fut capturée par des troupes américaines en Bavière. Lors de l'interrogatoire initial, elle nia toute participation directe aux assassinats, alléguant que sa fonction était administrative. Cependant, son nom figurait déjà parmi les principaux suspects de crimes de masse. Elle fut extradée vers la Pologne et jugée lors du second procès d'Auschwitz, célébré à Cracovie entre novembre et décembre 1947. Durant le procès, elle fit face à des accusations de crimes contre l'humanité, participation active aux sélections pour extermination, coordination de travaux forcés dans des conditions inhumaines et utilisation de ressources culturelles comme outils d'oppression. Les preuves présentées incluaient des documents officiels signés par elle, des listes de transport, des rapports internes du camp, des déclarations d'autres gardiennes SS et les témoignages de 24 survivantes, incluant d'anciennes membres de l'orchestre d'Auschwitz. Des épisodes spécifiques furent reconstitués avec des dates, des noms et des conséquences documentées, la liant directement à des dizaines de milliers de morts. Le 20 décembre 1947, le tribunal la déclara coupable et dicta la peine de mort par pendaison. Le 24 janvier 1948, elle fut exécutée à la prison de Montelupich, à Cracovie, avec plusieurs de ses coaccusés. Elle ne laissa aucune déclaration finale ni testament public. Son corps fut enterré sans cérémonie officielle. Anneliese Coleman, le fouet silencieux de Bergen-Belsen. Anneliese Coleman incarne la transformation d'une travailleuse civile sans antécédent politique en l'une des gardiennes les plus redoutées du système concentrationnaire nazi. Elle est née le 1 mars 1921 à Hambourg, Allemagne. Durant sa jeunesse, elle a travaillé comme conductrice de tramway dans le réseau de transport urbain de la ville hanséatique, une occupation courante chez les femmes à la fin de la guerre, alors que de nombreux hommes avaient déjà été envoyés au front. Elle n'avait aucune formation militaire ni expérience dans les institutions répressives avant d'être recrutée par les SS, mais l'effondrement logistique du Reich à la fin de 1944 a impulsé une campagne accélérée de recrutement féminin pour répondre à la demande croissante de personnel dans les camps de concentration. En novembre 1944, elle a été envoyée au camp de concentration de Neuengamme, situé au sud-est de Hambourg, pour recevoir un entraînement de base comme Aufseherin. Ce camp, initialement conçu comme prison pour des détenus de droit commun, s'est progressivement transformé en centre de travail forcé pour des prisonniers politiques, des opposants au régime et des juifs déportés. Le cours de formation pour les nouvelles gardiennes durait 3 semaines et se concentrait exclusivement sur les techniques de discipline, l'obéissance sans questionnement et l'application de châtiments physiques. Il n'incluait aucune préparation médicale ni instruction armée avancée. Les sessions étaient dirigées par du personnel des SS qui enseignait aux recrues à maintenir l'ordre par l'intimidation systématique et l'utilisation routinière de la violence comme méthode de contrôle. Durant cette période d'instruction, Coleman a été identifié comme particulièrement apte à l'imposition de la discipline physique. Sa disposition à appliquer des châtiments sévères sans hésitation lui a assuré une affectation immédiate à des tâches de surveillance directe sur les prisonnières. Elle a été transférée à Bergen-Belsen en décembre 1944, juste au moment où le camp commençait à recevoir un flux massif de prisonniers transférés depuis Auschwitz et d'autres camps de l'Est face à l'avancée soviétique. Là, elle a adopté comme élément caractéristique un fouet tressé en cuir de 90 cm, qu'elle portait accroché à sa ceinture et qu'elle employait fréquemment contre les détenus. À Bergen-Belsen, Coleman s'est chargé des comptes matinaux et vespéraux, ainsi que de la supervision des transferts internes entre les baraquements et les zones de travail. Son usage du fouet était disproportionné et constant.
Elle frappait les prisonnières pour avoir perdu l'équilibre, pour avoir tardé à former les rangs ou simplement pour avoir trébuché pendant les déplacements. Un des témoignages recueillis durant les interrogatoires britanniques indique que Coleman appliquait pas moins de 20 coups de fouet par jour, sans distinction entre les femmes jeunes, âgées ou malades. Parmi les victimes documentées figure une femme polonaise qui a été fouettée publiquement pour s'être présentée au compte sans chaussures, après les avoir perdues durant son transport en wagon depuis un autre camp. L'agression lui a provoqué des blessures aux jambes et au dos, aggravées par le manque de soins médicaux. Coleman appliquait également des châtiments pour des actes mineurs comme tenter de ramasser de la nourriture par terre, répartir les rations entre les compagnes ou parler sans permission. Dans un des épisodes les mieux documentés, une prisonnière hongroise a raconté que Coleman a fouetté pendant plus de 15 minutes une mère qui avait tenté de cacher sa fille dans un entrepôt, craignant qu'elle ne soit sélectionnée pour des travaux forcés. Le rapport médical britannique, élaboré après la libération du camp, a confirmé des fractures bilatérales des omoplates de la victime, ainsi que des hématomes au thorax et aux jambes. Le châtiment a été assisté par d'autres détenus et exécuté comme châtiment collectif. En mars 1945, lorsque les sous-camps de Hanovre ont été évacués, Coleman a participé à l'une des marches forcées vers Bergen-Belsen. Ces marches consistaient en des trajets allant jusqu'à 25 km par jour dans des conditions climatiques extrêmes, sans abri, sans nourriture suffisante et avec une surveillance armée. Coleman marchait à la marge du groupe, appliquant des coups de fouet ou de bâton aux prisonnières qui ralentissaient le rythme. Elle portait une lanterne en métal accrochée au cou, dont la poignée servait aussi d'arme improvisée la nuit. Dans au moins 3 cas documentés, des décès directs sont attribués à des agressions infligées par elle durant cette marche. Les prisonnières les plus faibles étaient obligées de marcher attachées au bâton par les vêtements ou les cheveux, étant frappées à répétition pour éviter qu'elles ne s'arrêtent. Il n'était pas permis de se reposer et celles qui s'effondraient étaient abandonnées dans le fossé. À son arrivée à Bergen-Belsen, en avril 1945, le camp était déjà totalement surpeuplé. Il abritait plus de 60 000 prisonniers dans des installations conçues pour un tiers de ce chiffre. Il n'y avait pas d'eau courante, les livraisons alimentaires avaient été interrompues et les cadavres s'empilaient entre les baraquements. Le typhus se propageait sans contrôle, provoquant plus de 300 décès par jour. Malgré l'état critique du camp, Coleman a continué à appliquer des châtiments physiques jusqu'au 13 avril, à peine 2 jours avant la libération. Elle était alors affectée au baraquement 22, où étaient logées des prisonnières hongroises survivantes de transports massifs. Elle conservait son uniforme réglementaire brun, ses hautes bottes noires et le fouet accroché à sa ceinture. Le 15 avril 1945, les troupes britanniques sous le commandement du brigadier Glyn Hughes sont entrées à Bergen-Belsen. Face à l'ampleur du désastre humanitaire constaté, la détention immédiate de tout le personnel des SS présents dans le camp a été effectuée. Coleman a été arrêté avec d'autres superviseurs et transféré à la prison de Celle pour être interrogé par les services de renseignement britanniques. Lors de la fouille de ses effets personnels, on a trouvé des feuilles manuscrites où elle avait noté les tâches de surveillance par bloc, incluant les noms et les numéros des prisonnières sanctionnées. Ces documents sont devenus des preuves fondamentales, car ils reflétaient la systématisation de sa conduite violente et son rôle actif dans l'appareil de contrôle du camp. Durant le procès de Belsen, tenu entre septembre et novembre 1945 à Lunebourg, Coleman a été l'une des 45 accusées principales. 8 femmes survivantes ont témoigné contre elle, l'identifiant toutes comme auteurs directs de châtiments physiques, participation à des marches forcées et violences continuées même dans les jours précédant la libération. Les déclarations ont été corroborées par d'autres documents du camp, les registres de décès et la documentation trouvée en sa possession. L'accusation s'est concentrée sur la démonstration que ces actions n'étaient ni incidentes ni sporadiques, mais faisaient partie intégrante du système de répression interne du camp. Coleman n'a pas nié avoir frappé des prisonnières, mais a insisté sur le fait qu'elle le faisait pour maintenir l'ordre dans un contexte chaotique. Elle a allégué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de causer des morts ni participer directement à des exécutions. Elle a reconnu que les conditions du camp étaient inhumaines, mais a attribué la responsabilité aux hauts gradés. Le tribunal, cependant,
a estimé que la régularité, l'intensité et la persistance de sa violence constituaient des crimes de guerre selon le droit international et la juridiction appliquée aux crimes commis dans les camps de prisonniers. Le 17 novembre 1945, elle a été condamnée à 10 ans de prison. Elle a purgé sa peine à la prison d'Aishak sous contrôle britannique. En 1951, elle a été libérée de manière anticipée, dans le cadre d'une politique de réduction de peine appliquée aux condamnés classés comme responsables de crimes de plus petite envergure par rapport aux exécutions directes ou au commandement supérieur. Elle est passée inaperçue pendant des décennies. Elle n'est plus jamais apparue devant la justice ni n'a participé à des actes publics liés à son passé. Sa figure est restée dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle soit identifiée dans des registres déclassifiés durant les années 80. Depuis lors, son nom est réapparu dans des études académiques et judiciaires comme l'un des exemples les plus notoires de l'utilisation de la violence physique routinière par le personnel féminin des SS dans les derniers mois du Troisième Reich. Irma Grese, la belle bête de l'enfer nazi. Irma Ida Ilse Grese représente la transformation complète d'une adolescente allemande rurale en la gardienne nazie la plus notoire pour son extrême jeunesse et sa cruauté systématique. Née le 7 octobre 1923 à Wrecken, Mecklembourg-Poméranie occidentale, elle grandit dans une famille travailleuse où son père laitier était un membre actif du Parti national-socialiste, exposant Irma dès son jeune âge à l'idéologie nazie comme un élément naturel de son éducation. À 14 ans, elle rejoignit le Bund Deutscher Mädel, recevant un adoctrinement systématique sur les principes raciaux nazis, l'obéissance absolue à l'État et le sacrifice des intérêts individuels pour la communauté raciale allemande. Elle abandonna l'école à 15 ans après des tentatives infructueuses de formation comme infirmière, étant refusée par des institutions comme la Croix-Rouge allemande. En 1942, à 18 ans, elle fut admise comme apprentie dans le système des camps féminins via Ravensbrück. Durant 6 semaines, elle compléta une formation intensive centrée sur la surveillance, la discipline physique, la structure hiérarchique SS et le développement d'une mentalité pour exercer la violence systématique sans hésitation morale. Elle démontra des aptitudes exceptionnelles, obéissance absolue, capacité à appliquer des châtiments sans compassion et dévouement total aux objectifs du système. Ces qualités distinguèrent sa promotion accélérée. En mars 1943, elle fut assignée à Auschwitz, initialement au camp principal, puis à Birkenau. En 1944, à 21 ans, elle fut nommée Oberaufseherin adjointe avec autorité sur des centaines de prisonnières et du personnel auxiliaire, devenant une des femmes les plus jeunes à atteindre un tel niveau d'autorité au sein du système carcéral. À Auschwitz, elle participa activement aux sélections des déportés à la rampe ferroviaire, où les médecins SS déterminaient les destinations. Travail forcé temporaire ou mort immédiate dans les chambres à gaz. Sa participation la plaça sous responsabilité directe sur la vie et la mort de milliers de personnes. Les registres indiquent que durant son service, elle participa à des sélections ayant conduit à l'assassinat d'approximativement 30 000 prisonnières, majoritairement durant la déportation hongroise de l'été 1944. Ces méthodes de violence étaient caractéristiques et systématiques. Elle employait un fouet tressé de cuir, occasionnellement renforcé de fil de fer, pour punir les transgressions minimales comme bouger durant les comptes ou parler à haute voix. Elle utilisait des bottes militaires modifiées avec des clous métalliques pour frapper l'abdomen, les jambes et le dos. Une survivante témoigna qu'elle avait frappé si brutalement une femme enceinte que la victime avait saigné abondamment, perdant son enfant et sa vie. Le chien berger allemand assigné comme équipement officiel devint son instrument le plus redouté. Elle dressait délibérément l'animal pour attaquer les prisonnières et incitait régulièrement ses attaques contre celles qui se séparaient des rangs, trébuchaient durant les marches ou se trouvaient simplement sur son chemin durant les démonstrations de pouvoir. Les morsures furent mortelles dans de multiples cas, soit par blessure directe, soit par infection postérieure sans traitement. Durant les inspections, elle portait un pistolet court réglementaire, bien que sans tir documenté contre les prisonnières. Elle l'utilisait pour l'intimidation psychologique, frappant avec la crosse durant les châtiments publics ou le dégainant partiellement comme menace dans les confrontations disciplinaires. Sa présence se caractérisait par la rigidité, la méthodicité et la discipline obsessionnelle,
maintenant une posture militaire parfaite et étant extrêmement stricte avec les gardiennes subordonnées. Ces phrases caractéristiques durant les châtiments publics incluaient « La discipline maintient l'ordre » et « La désobéissance équivaut à la mort », reflétant l'adhésion personnelle à l'idéologie carcérale et la conviction que la violence extrême était un instrument nécessaire pour maintenir le contrôle. Les registres ne documentent pas un seul acte de clémence durant toute sa période de service. Elle entretenait des relations hiérarchiques proches avec le personnel médical de haut rang, spécialement Joseph Mengele, responsable d'expériences criminelles et de sélection pour les chambres à gaz. Les documents administratifs enregistrent sa présence aux côtés de Mengele durant au moins 18 processus de sélection à l'automne 1944. Elle fonctionnait comme conseillère dans la détermination de l'aptitude au travail versus l'envoi direct aux chambres à gaz, son opinion étant spécialement valorisée dans les cas de prisonnières malades ou affaiblies. En mars 1945, l'avancée soviétique vers Auschwitz obligea à évacuer le camp. Grèze fut transférée à Bergen-Belsen, accompagnant les derniers transports qui déplacèrent des milliers de prisonnières vers l'intérieur de l'Allemagne. Bergen-Belsen, déjà effondré par la surpopulation et les épidémies de typhus, devint le théâtre final de sa carrière, maintenant ses méthodes violentes jusqu'à l'arrivée britannique. Arrêtée le 15 avril 1945 avec le personnel de Bergen-Belsen qui n'avait pas réussi à évacuer, elle fut jugée durant le procès de Belsen à Lüneburg, septembre-novembre 1945. 27 témoins déclarèrent spécifiquement contre elle, incluant des survivantes d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, plus du personnel auxiliaire capturé qui avait servi sous son autorité. Les preuves incluaient des déclarations sous serment l'identifiant comme participante active aux sélections pour les chambres à gaz, des descriptions consistantes de l'utilisation systématique du fouet et des attaques organisées avec des chiens, des rapports médicaux sur des blessures compatibles avec ses châtiments habituels et des photographies avec des documents officiels portant sa signature comme superviseur. Elle ne nia pas avoir frappé les prisonnières ni participé aux sélections, mais insista sur le fait d'agir sous ordre direct, niant toute intention personnelle de causer des morts. Sa défense se centra sur l'affirmation que son travail consistait uniquement à maintenir l'ordre et qu'elle n'avait jamais tiré sur des prisonnières ni ordonné d'exécution de sa propre initiative. Le 17 novembre 1945, elle fut déclarée coupable de crimes de guerre et condamnée à mort par pendaison avec Elisabeth Volkenrath et Juana Bormann. Son exécution fut menée par Albert Pierrepoint le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. À 22 ans, au moment de sa mort, elle devint une des criminelles de guerre les plus jeunes exécutées par les tribunaux alliés, clôturant la carrière de celle qui avait transformé la jeunesse en instrument de terreur au sein de l'appareil d'extermination nazi. Jugement de feu, le verdict final à la potence d'Hamelin. La libération de Bergen-Belsen, le 15 avril 1945, révéla des conditions qui poussèrent les autorités britanniques à organiser l'un des premiers tribunaux de crimes de guerre, créant des précédents pour la justice internationale. La découverte de 10 000 cadavres non inhumés et de 60 000 survivants en état critique nécessita une réponse judiciaire immédiate qui deviendrait un modèle pour les procès ultérieurs. Le procès de Belsen fut établi sous la juridiction du tribunal militaire britannique à Lüneburg, choisi pour sa proximité avec le camp et la disponibilité d'installations judiciaires appropriées. Les autorités considérèrent fondamental de mener le procès sur le territoire allemand afin d'établir un lien direct entre les crimes et les conséquences, démontrant que la justice atteindrait les auteurs sur les lieux mêmes de leurs actes. Les audiences se déroulèrent du 17 septembre au 17 novembre 1945, présidées par le lieutenant-colonel R.F. Scott, avec des procureurs militaires spécialisés et des avocats officiellement assignés. Le cadre légal était la loi sur les crimes de guerre de l'armée britannique, une législation conçue spécifiquement pour poursuivre les responsables d'atrocités contre les prisonniers de guerre et la population civile dans les territoires occupés. Cette législation permettait de juger pour crime contre l'humanité sans exiger la preuve directe d'une intention criminelle individuelle, établissant que la participation connue à des systèmes criminels constituait une preuve suffisante pour déterminer la culpabilité. Le principe reconnaissait que les camps fonctionnaient comme des entreprises criminelles collectives où chaque participant contribuait au résultat final indépendamment de son niveau hiérarchique.
Parmi les 45 accusés, 16 étaient des femmes du corps féminin SS qui avaient exercé des fonctions à Ravensbrück, Auschwitz et Bergen-Belsen. Cette proportion significative représentait une reconnaissance explicite que la responsabilité des crimes nazis incluait la participation féminine active au système d'extermination, remettant en question les conceptions traditionnelles sur les rôles de genre dans la violence organisée. Les principales accusées furent Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, désignées par de multiples témoins comme responsables directs de meurtres, de passages à tabac systématiques et de participation aux sélections pour les chambres à gaz. D'autres accusés incluaient Anneliese Coleman, Herta Ehlert, Ilse Lott et Grete Bösel, chacune faisant face à des accusations spécifiques basées sur des témoignages directs et des preuves documentaires. La procédure judiciaire se caractérisa par la rigueur dans la présentation des preuves et la vérification des témoignages. Les règles permettaient l'admission de témoignages oraux corroborés par des sources supplémentaires, des déclarations sous serment vérifiées par des contre-interrogatoires, des documents officiels incluant des ordres écrits et des registres administratifs, et des objets physiques récupérés tels que des fouets, des uniformes et des armes utilisées par le personnel. La méthodologie établissait qu'il n'était pas nécessaire de prouver l'intention criminelle individuelle, mais de démontrer la connaissance et la participation à des systèmes conçus pour commettre des crimes contre l'humanité. Chaque accusé eut droit à une défense légale, à des interprètes si nécessaires, et au temps de présenter des témoins à décharge, bien que l'évidence accablante ait fait que les défenses se sont concentrées sur des arguments d'obéissance aux ordres ou de négation de connaissance des conséquences. Les 3 femmes condamnées à mort furent identifiées par de multiples témoins comme responsables des crimes les plus graves: participation directe au meurtre, application de la torture systématique entraînant des morts, participation consciente aux sélections pour le gaz et maintien de ces comportements pendant de longues périodes dans de multiples camps. Le tribunal estima que le niveau de cruauté, la position hiérarchique, la durée de la conduite criminelle et l'ampleur des victimes justifiaient la peine capitale. Les sentences furent prononcées le 17 novembre 1945, immédiatement après la clôture des audiences. Les exécutions furent programmées à la prison d'Hamelin, une installation allemande reconvertie par les autorités britanniques pour accueillir des prisonniers de guerre et des détenus du système nazi, choisis pour sa capacité à gérer des exécutions multiples et son emplacement accessible au personnel militaire britannique. L'exécution du 13 décembre 1945 fut menée à bien par Albert Pierrepoint, bourreau officiel britannique, qui avait mis au point le système de chute longue pour garantir une mort instantanée par fracture cervicale. Sa procédure suivait un protocole standardisé, transfert individuel depuis les cellules, enregistrement de la taille et du poids pour des calculs précis de la longueur de la corde, positionnement sur la trappe en acier et exécution par activation d'un levier. La potence d'Hamelin permettait des exécutions simultanées de jusqu'à 3 personnes, bien que ce jour-là, elles aient été effectuées individuellement pour garantir la précision technique. Irma Grese fut exécutée à 9h34, Elisabeth Volkenrath à 9h40 et Johanna Bormann à 9h45. Les registres indiquent que chaque chute dura entre 11 et 16 secondes, de l'ouverture de la trappe à la vérification du décès par le capitaine R.T. Ovenden, médecin officiel du tribunal. Au total, 13 personnes furent exécutées ce matin-là, y compris Joseph Kramer, commandant d'Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen. La documentation complète fut conservée dans les archives britanniques. Rapports médicaux certifiant la mort par fracture cervicale instantanée, feuilles de calcul de Pierrepoint, photographies d'uniformes et d'effets personnels, et témoignages des gardiens de prison et du chapelain militaire. Les restes furent enterrés dans des fosses communes, sans marques individuelles, ni cérémonie publique, dans la plus stricte confidentialité. Aucune déclaration publique ne fut faite et l'opération complète fut enregistrée comme mission officielle sous le contrôle du ministère de la guerre britannique. La documentation resta classifiée pendant 40 ans, étant déclassifiée en 1985 et déposée aux Archives nationales du Royaume-Uni sous la référence VO 309-444. Le procès de Belsen établit des précédents juridiques durables qui influencèrent Nuremberg et les procès ultérieurs de dénazification.
La participation féminine en tant qu'accusée principale démontra que la responsabilité criminelle pour les atrocités massives n'était pas limitée par le genre, établissant que les femmes pouvaient être considérées comme également responsables de crimes contre l'humanité lorsqu'elles participaient volontairement à des systèmes d'extermination. La méthodologie judiciaire, mettant l'accent sur la participation à des entreprises criminelles collectives plutôt que sur la responsabilité individuelle pour des actes spécifiques, devint un modèle pour les procès contre les auteurs de génocide. Le tribunal établit que la connaissance des conséquences criminelles combinée à une participation volontaire continue constituait une preuve suffisante de culpabilité, indépendamment des allégations d'obéissance aux ordres. Les exécutions représentèrent le premier cas où des femmes furent exécutées spécifiquement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, établissant un précédent selon lequel la participation féminine aux atrocités serait jugée avec des standards identiques aux auteurs masculins, sans considération spéciale basée sur des stéréotypes de genre sur la nature féminine ou la propension à la violence. Le procès complet dura 8 mois, de la libération aux exécutions, devenant un modèle d'efficacité judiciaire qui équilibrerait le besoin d'une justice rapide avec les exigences de la procédure régulière. La vitesse reflétait l'urgence alliée à établir des conséquences immédiates pour les crimes découverts et la disponibilité de preuves accablantes qui facilita la détermination de la culpabilité. Les témoignages fournirent une documentation judiciaire complète sur le fonctionnement interne des camps, en particulier le rôle féminin dans le fonctionnement quotidien du système d'extermination. Les déclarations révélèrent les méthodes de torture, les systèmes de sélection pour le gaz, les conditions de vie et la structure hiérarchique qui permettait le fonctionnement efficace de la machine de mort nazie. La couverture médiatique internationale apporta pour la première fois au public mondial des images et des témoignages directs sur la réalité des camps, contribuant significativement à la connaissance publique de l'ampleur et de la nature de l'Holocauste. Les photographies du tribunal, les portraits des accusés et les récits des témoignages furent largement publiés, générant un impact durable sur l'opinion publique concernant la responsabilité allemande. Le cas spécifique des gardiennes exécutées démontra que l'extrême brutalité documentée ne pouvait pas être expliquée comme le résultat d'ordres masculins imposés à des femmes réticentes, mais reflétait la participation volontaire et enthousiaste de femmes qui avaient complètement embrassé l'idéologie nazie et trouvé dans le système des camps l'opportunité d'exercer un pouvoir absolu sur des victimes sans défense. Les exécutions du 13 décembre 1945 marquèrent la fin de carrières criminelles qui avaient participé directement à la mort de dizaines de milliers de prisonniers dans de multiples camps. Leur châtiment représenta une mesure de justice pour les survivants et un avertissement pour les futurs auteurs concernant les conséquences inévitables de la participation à des crimes contre l'humanité. L'héritage du procès de Belsen continue d'influencer la jurisprudence internationale contemporaine sur les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Les principes établis ont été incorporés dans les traités internationaux, les statuts des tribunaux pénaux internationaux et les législations nationales qui abordent les atrocités massives et la responsabilité criminelle individuelle pour participation à des systèmes de violence étatique.